Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons mettre la femme et la jeune fille à l'honneur parce que nous sommes durant le mois de mars dédié à la femme et à la jeune fille. Et aujourd'hui, nous allons voir et essayer un peu d'examiner aujourd'hui quelles sont les opportunités qui se présentent pour cette jeune fille africaine particulièrement. Est-ce le genre, une réalité aujourd'hui au sein de la jeunesse et particulièrement chez la jeune fille africaine? Comment est-ce que les jeunes filles aujourd'hui perçoivent cette réalité et surtout aujourd'hui quel regard portent les jeunes filles sur d'autres jeunes filles dans un monde qui est donc progressiste aujourd'hui face à la globalisation et à la mondialisation et d'autres situations du genre. Avec nous dans ce studio, je suis avec Temenouchka Ingrid, elle est étudiante, elle est mannequin photo, elle est surtout du côté de Brazzaville, c'est ça? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oui, enchanté, merci. Voilà. Nous sommes également avec Ghislaine Roussiné. Elle est étudiante en business international. Elle est rwandaise. Elle est une jeune fille, mais surtout, c'est une jeune fille aujourd'hui qui a pris à bras le corps ses responsabilités. Elle veut avancer comme veut le pays des mille collines et surtout comme le veut le leadership de ce pays. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, oui, merci. Voilà. C'est donc avec les deux que nous allons essayer un peu d'examiner cette situation du genre et comment est-ce que la jeune fille africaine aujourd'hui est donc vue par la société. Mais avant de plonger dans le vif de notre émission, nous allons, vous le savez bien, pendant 2 ans et demi, et la situation continue, même si elle n'est pas catastrophique comme elle a été au cours de 2 dernières années. La jeune fille, la femme africaine, la femme d'une manière générale a été affectée par la période de pandémie de Covid-19. Nous allons par le reportage de nos confrères de Africa News, essayer un peu de voir comment est-ce que la jeune fille, la femme africaine a vécu cette période de pandémie, parce que l'actualité oblige. Et surtout, on va voir nos invités ici, comment est-ce qu'elles ont été également affectées par cette période. Et c'est comme ça que nous allons plonger dans le vif de notre émission. Elle est le visage de l'OMS en Afrique. Depuis le siège régional de l'organisation à Brazzaville au Congo, le docteur Matshidiso Moeti s'est consacré ces 2 dernières années à l'impact de la pandémie, en particulier sur les femmes. Et le bilan est alarmant. Selon plusieurs études, le Covid a détérioré les conditions de vie des femmes à travers le monde. Nous savons que la violence sexiste a considérablement augmenté dans certains pays. Vous savez, les viols et les abus sexuels sur les femmes, sur les jeunes filles ont beaucoup augmenté parce que tout le monde était enfermé chez soi et les enfants n'allaient pas à l'école. Donc du côté de la santé, je crois que ça a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour les femmes. Et deuxièmement, regardez le rôle des femmes dans les familles en ce qui concerne les soins. Elles doivent s'occuper des personnes malades, mais aussi de la garde des enfants, qui est généralement assurée par des femmes. Sur le plan personnel, cette Botswanaise née en Afrique du Sud est aujourd'hui la première femme à la tête du bureau Afrique de l'OMS, un poste qu'elle occupe depuis 2015 et qui n'a pas été de tout repos. Depuis sa nomination, elle a dû faire face au virus Ebola en Afrique de l'Ouest et maintenant au Covid-19. Je suis très heureuse d'être la première femme à occuper ce poste et en même temps, je ressens le besoin de prouver ce que j'ai accompli. J'attends avec impatience le jour où il ne sera plus remarquable qu'il y ait une femme à la tête d'une organisation. Le jour où il sera normal qu'une organisation soit dirigée par une femme ou par un homme. Je ressens aussi un énorme sentiment d'être privilégiée. J'en suis fière. Une fierté qu'elle met au service de l'amélioration de l'égalité homme-femme à l'OMS. Depuis le début de son mandat, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait par exemple 4 femmes et 4 hommes au poste de direction.
s'agissait donc du docteur Matshidiso, qui est donc le boss de l'OMS, notamment sur le continent africain. J'aimerais juste savoir, de votre côté, vous êtes étudiante, vous êtes presque à la porte de sortie de l'université. Comment est-ce que avez-vous vécu cette période de pandémie? Parce qu'on a vu que, de manière générale, la femme, jeune fille africaine, en a été vraiment victime du fin fond. Et vous, personnellement, comment est-ce qu'avez-vous vécu cette période? Bon, moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que je suis étudiante. Donc, ce qui a fait que nous avons eu des cours en ligne. Mais les cours en ligne, qu'au début, ce n'était pas facile parce que nous, en Afrique, on n'est pas habitué dans le système online. Et du coup, petit à petit, mais après, on a fini par s'habituer. Donc, personnellement, de mon côté, je n'ai pas eu de problème avec le confinement et la pandémie. Pendant tout le confinement, j'ai eu aucun problème. Et que dire du contact? Parce que nous savons bien, en tant que jeunes, le contact avec vos amis, la famille. Oui. Quand même, vous n'allez pas me dire que ça a été... c'était rien? Non, ce n'était pas rien parce qu'on a des amis, on doit les voir. Mais après, nous, la génération aujourd'hui, on est très technologique. Du coup, on est plus réseaux sociaux, ce qui fait qu'on pouvait se contacter avec les amis facilement. Mais voir les grands-parents, c'était ça qui était un peu compliqué parce qu'il fallait peut-être se déplacer, ce qui était interdit. Mais à part ça, en général, personnellement, ça s'est bien passé pour moi. Vous voulez dire la famille au Congo-Brazzaville, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas... Non, même ici, puisque ma mère... C'est-à-dire quoi? Oui. Donc, même la famille à la maison, c'est-à-dire les cousins, oui, c'était pas facile? Oui, c'était pas facile. Et vous Ghislaine, comment est-ce que vous avez traversé cette période? C'est vrai que chacun de nous a un témoignage particulier à apporter. Vous, quel est votre témoignage par rapport à cette période qui nous a tous surpris? Pour moi, je dirais que le mot là où je mettrais les guillemets, ça serait isolement, ça serait solitude, ça serait distance. Vraiment, c'était un moment très distant, plus particulièrement entre mes collègues qu'on étudiait ensemble, même la famille en général. Mais au niveau concentration vers les études, c'était aussi un avantage parce que... C'était un mal pour un bien, comme on dit. Oui, mais bon, la vie sociale, vraiment, c'était un chaos. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de particulier que Ingrid a souligné. Les nouvelles technologies nous ont aidés à briser cette distance. Ce n'est pas aussi peut-être le mauvais côté qu'on dénonce, que les nouvelles technologies, ça nous rapproche des gens qui sont loin et ça met une distance entre nous et les gens qui sont proches de nous. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que on peut... Parfois, le téléphone ne suffit pas, la caméra ne suffit pas. Des fois, tu as besoin de toucher la personne, d'être près de la personne. Mais après, on finit par s'habituer, on fait avec, parce que le monde aujourd'hui, on s'adapte souvent à la nouvelle génération. On fait tout pour s'adapter. Mais je peux dire que c'est un mal pour un bien. Mais après, niveau scolaire, au début, nous, les étudiants, on était très contents parce qu'on n'avait pas à se lever à 5 heures. Ok. Oui, donc du coup, tu te réveilles tout juste quand le cours commence et tu suis ton cours. C'était un moment, c'était une expérience en même temps. Mais il y avait en même temps la frustration et le plaisir. Donc c'était je sais pas, moi j'avais un sentiment un peu... Mitigé? Mitigé, oui. D'un côté, j'étais très contente de ne pas me lever très tôt, genre d'étudier en étant sur mon lit. D'un autre côté, j'étais quand même stressée parce que
pour comprendre, des fois, c'est mieux quand la personne est en face de toi. Quand le professeur il t'explique en face, c'est pas pareil que quand sur la caméra. Donc, c'était un peu compliqué au début parce que au début, je comprenais pas gros. Des fois, il y a aussi des problèmes de connexion en Afrique. Ça bug. Des fois, tu n'écoutes rien. Après, quand ça revient, tu sais pas ce qui s'est dit avant. Mais après, on finit par s'habituer. On n'a pas le choix. Et je crois qu'on préfère plus garder le bon côté pour avoir la tête haute que de penser plus au négatif. Justement, on va peut-être revenir à nos moutons, comme on dit. Comme le thème l'indique, l'égalité des sexes, est-ce une réalité? Femmes, jeunes filles et opportunités du genre. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous parlions du Covid-19, quelque chose qui nous a tous pris à pied levé. Mais aujourd'hui, ça va faire plusieurs décennies que nos pays africains ont embrassé la politique, la promotion de l'égalité entre femmes et hommes. Qui dit femme dit également fille, parce que les deux vont ensemble. Aujourd'hui, avant même d'aller peut-être dans le profond, quelle est votre appréciation par rapport à ce concept du genre? Est-ce que c'est un concept compris à sa hauteur par nos sociétés? Ghislaine. Je dirais que le niveau auquel on est maintenant, c'est pas un mauvais niveau, mais maintenant les femmes sont libres de s'exprimer. On veut savoir quelle est ton idée à propos d'un sujet quelconque. Je dirais vraiment que on a été vraiment ouvert les portes dans plusieurs domaines, en éducation, même en investissement. Il y a un article, par exemple, qui a été écrit par Mackenzie qui disait que l'œil féminin est plus avancé au niveau d'investissement plus que l'œil masculin. Donc, je dirais que plusieurs entreprises ont même commencé à se mettre cette idée dans la tête. On voit beaucoup de femmes qui sont en train de diriger des entreprises. On voit les femmes qui sont vraiment en train de se battre ces jours-ci pour leurs droits. Et je dirais que c'est le fait que ça buzz maintenant, c'est quelque chose de fort. Mais je dirais aussi que quand même, il y a encore du travail. Encore du travail. Il y a encore du travail. On va y revenir peut-être quand on va peut-être aussi proposer des solutions, des pistes de solutions selon vous. De votre côté, Ingrid, c'est-à-dire quoi? On a dit que c'était un concept venu d'ailleurs. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que la parité, le genre, c'est un concept qui nous vient d'ailleurs? Bon, quand il dit que ça vient d'ailleurs, c'est précisément de l'Occident qu'il veut parler. Mais je pense que nous, en Afrique, déjà de base, la femme est représentée comme une reine chez nous en Afrique. Parce que la femme, c'est le pilier d'une famille. Et je ne pense pas forcément que ça vient d'ailleurs. Certes, après, il y a eu avec l'émancipation de la femme, il y a certains droits qu'en Afrique, on n'avait pas parce que la place de la femme avant en Afrique, on restait juste au sein de sa famille, dans la cuisine. Et il y avait certaines écoles, certaines jeunes filles qui n'allaient pas à l'école. Surtout quand je prends par exemple des pays comme le Tchad, c'est vraiment, les filles n'avaient pas le droit d'aller vraiment au-delà de la 6e année primaire, encore appelée CM2 dans le système français. Donc, ce qui faisait que... quand ils disent que ça vient d'ailleurs, c'est plus au niveau scolaire, travail, dans ce domaine. Mais sinon, la place de la femme en Afrique, la femme selon moi, je vois qu'elle a toujours été traitée comme une reine. Parce que la femme, c'est le pilier de la famille, en tout cas en Afrique. Parce que la femme, c'est elle tient tout, elle tient la maison, l'éducation des enfants,
tout est sur son dos. Et l'homme, c'est lui, il est plus au statut financier. Mais tout ce qu'il faut gérer dans la famille vient de la femme. Après, je pourrais comparer l'homme comme la tête. Chez nous en Afrique, l'homme c'est la tête et la femme c'est le cou. Et pour expliquer un peu, c'est-à-dire quoi, l'homme c'est la tête, la femme c'est le cou. L'homme c'est la tête parce que c'est lui qui pense qu'il doit financer, qui doit faire tout. Mais en même temps, si tu veux tourner la tête, tu as besoin du cou. Tu ne peux pas tourner la tête sans que le cou soit d'accord au fait. Donc ce qui revient à dire que même si on met que l'homme, c'est lui, l'homme qui fait tout qui donne fort, mais on connaît tous que nos grands-parents, ils ont pris certaines décisions en consultant d'abord leurs femmes. Et on est même la preuve que nous tous, nous avons des grands-mères qui ont été vraiment des exemples, des pliés. Et par exemple, personnellement, moi, ma grand-mère, c'était une femme, je ne l'ai pas connue dans sa jeunesse, ça fait juste 5 ans que je l'ai rencontrée, mais on m'a beaucoup parlé que c'était une femme très battante. Et puis, une femme forte. Oui, une femme très forte parce que ma grand-mère, elle est très âgée. Et mon grand-père, il est décédé avant elle. Il a laissé avec 10 enfants, mais il a pu assumer tous ces 10 enfants. En fait, la femme africaine, c'est la femme forte elle n'est pas symbolisée comme la femme fragile, comme dans d'autres cultures, au fait. La majorité ailleurs, quand on voit la femme, elle est symbole de fragilité, de faiblesse. Alors que chez nous, en Afrique, la femme, c'est la force. Parce que les femmes en Afrique ne se plaignent pas déjà. Une femme en Afrique, elle souffre, mais en silence. C'est ça aussi une reine. Une reine, quand elle souffre, elle est en silence. Mais quand elle se met à parler dans la culture africaine, c'est mal vu parce qu'elle préfère briser, ne pas avoir de liberté pour les siens. Mais alors que si elle se met à parler en Afrique, elle veut sa propre liberté, c'est ça qui est mal vu. Mais sinon, la femme africaine, elle a toujours été symbole de force, de reine, d'une femme battante. Je ne vois pas trop qu'on me dise que ça vient d'ailleurs. Mais il y a certains trucs que je peux dire que oui, ça vient d'ailleurs. Justement, parlant de la femme battante, et vous avez souligné quelque chose de très délicat, la femme africaine qui souffre en silence. Déjà, on doit interroger pourquoi elle doit souffrir, pourquoi l'homme ne doit pas souffrir, pourquoi cette souffrance chez la femme et non pas chez l'homme. Je vous propose de suivre un reportage sur un sujet très délicat qui revient toujours par rapport aux droits et surtout au silence de nos sociétés. C'est par rapport au mariage et le choix de la jeune fille en Afrique. C'est un reportage de nos confrères de Africa News. Déjà, c'est par rapport aux défis auxquels font face les femmes, les jeunes filles en Afrique. On va suivre ce sujet sur le mariage des mineurs et puis on va revenir. Nadia Ikic, présidente de la Fondation YTO, œuvre depuis plus de 10 ans contre les mariages des adolescentes dans les régions reculées du Maroc. La militante de 63 ans sillonne depuis la mi-février la région berbérophone du Souss Massa à la rencontre des villageois et de la société civile. Cette visite nous permet de dresser une liste de villages et de communes qui nous semblent marginalisés et qui ont besoin de beaucoup de travail. Nous reviendrons une deuxième fois et nous nommerons des coordinateurs dans ces régions et nous conviendrons d'un itinéraire final pour le convoi. L'article 20 du Code marocain de la famille accorde le droit au juge aux affaires familiales d'autoriser les épousailles de mineurs, une brèche législative décriée par les ONG féministes. Le mariage des mineurs dans les campagnes est dû au fait que les jeunes filles ne vont pas à l'école, à la pauvreté, à la marginalisation, au manque d'infrastructures. Dans les villes, il est dû à plusieurs idées conservatrices issues des quartiers marginalisés de villes comme Casablanca, Rabat, Fès ou Marrakech qui disent que la place d'une jeune fille est auprès de son mari.
Nadja Ikic prépare la prochaine caravane prévue le 15 juillet prochain, un convoi de bénévoles qui sensibilisera la population aux problèmes que posent les unions forcées. C'est la situation au Maroc. Ghislaine, c'est la souffrance dont parlait Ingrid. Vous comprenez qu'aujourd'hui, peut-être rwandaise que vous êtes, avec un certain nombre des droits que dispose aujourd'hui la jeune fille, la femme rwandaise, vous comprenez peut-être la situation dans laquelle aujourd'hui que certaines femmes peuvent traverser ailleurs sur le continent? Oui, je comprends. En tant que Rwandaise, en tant que femme d'autres continents, il y a un travail qui doit être fait au niveau de ne pas voir la femme comme une fille qui doit grandir et prendre sa place aux côtés de l'homme. On doit voir une femme comme une battante, comme quelqu'un qui veut arriver à plusieurs choses de la même façon que les hommes arrivent à d'autres choses aussi dans leur vie. En revenant aussi à ce que Ingrid a dit à propos de comment la femme souffre en silence, c'est quelque chose vraiment qui continue à être courant même dans notre vie de tous les jours. Par exemple, au Rwanda, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont avoir le même propos que moi. La femme, comme elle a dit, on est perçu comme des gens qui sont combattants. Donc, si on a quelque chose qui nous fait mal au cœur, on est bloqué à montrer nos émotions même dans le public. C'est comme si c'est une honte. Donc, cette mentalité, c'est une bonne mentalité, mais ça arrive à un niveau là où ça doit se stopper. Voir une femme comme quelqu'un qui a des émotions, qui a besoin de temps pour être écoutée, le temps pour être mis dans le confort, des trucs pareils, quoi. Ouais. Lorsque vous dites une mentalité, n'est-ce pas là peut-être bien loin? C'est quelque chose qui doit être lié à la culture aussi, non? Oui. Ouais. C'est bien au-delà d'une simple mentalité. Oui, c'est la culture aussi. Comment briser ça? Comment briser ça? Parce que quand on dit on doit changer quelque chose qui a été mis en place par la culture, c'est-à-dire on devient acculturé, on devient l'ennemi de la culture. Comment faire évoluer les choses sans bouleverser les normes de la société? Je dirais qu'il faut y avoir plusieurs plateformes là où on parle souvent de ce sujet. Je ne vois pas aucune autre issue. Il faut beaucoup plus en parler, former... Qui en parle? Qui en parle? Les femmes ou les hommes? Qui doit en parler? Qui doit prendre le devant? Qui doit initier? Les deux sexes. Les deux sexes devraient en parler, mais plus particulièrement les hommes. Parce que si un homme vient devant les gens et commence à parler du calvaire que les femmes subsistent tous les jours, je dirais que c'est là où la voix serait plus forte qu'une femme elle-même dire sa propre expérience. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, je pense que, premièrement, c'est d'abord à la femme d'exprimer ses sentiments, au fait. Parce que l'homme, il ne peut pas être là et deviner ce qui ne va pas si tu ne le dis pas. Donc, tu dois d'abord t'exprimer. Donc, en tant que femme, on doit s'exprimer et dire qu'on ne veut plus de ça, 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 ça. Et l'homme qui va écouter pourra maintenant comprendre, au fait, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Je pense que c'est à nous de nous exprimer et c'est à nous de
poser nos limites, au fait. Dire que je peux accepter ça, mais ça, je ne peux pas. Par contre, par exemple, j'ai vu récemment sur Facebook d'un truc qu'on disait qu'en Afrique, pour savoir une bonne femme, c'est celle qui peut supporter l'infidélité, celle qui doit être là pour le mariage, être là à la maison pour les enfants, genre aider la femme africaine, une bonne femme africaine, c'est elle qui peut tout supporter, tout prendre sur elle. Mais si on a cette mentalité, si nous les femmes, on se lève, on dit que non, mais ça, je ne peux pas supporter, ça, je ne peux pas supporter, je pense que ça va un peu casser tous ces stéréotypes de femme africaine qui prend tout en elle. Parce que si c'est vraiment ça, la femme africaine, je pense que je ne suis pas. Alors que moi, j'aime beaucoup l'Afrique. Hein. J'aime beaucoup l'Afrique. Je pense aussi que, en fait, tout doit se jouer d'abord en famille. Tout doit être d'abord dans la famille. La famille qui restreinte. Qui est citée comme le socle même de la, oui, de la société. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que les pères doivent montrer aux filles comment on doit les traiter. Et les mères doivent montrer à leurs fils comment traiter des femmes. Je pense que tout doit être joué dans le domaine de la famille, dans la famille. Après, en Afrique, on dit que c'est la femme qui participe à l'éducation à 100%, ce qui doit aussi être cassé. Parce que l'homme Parce que la mère aussi, dont tu parles, si déjà elle a grandi en tant qu'une femme résignée, qui ne doit pas parler, soumise. Oui, elle doit se poser la question de savoir si elle veut ça aussi pour sa fille. Est-ce qu'elle est prête? Comme on dit déjà, l'adage qui dit on ne donne que ce qu'on a reçu. Si elle n'a pas reçu ça, comment voulez-vous qu'elle puisse aussi le transmettre? Si elle a reçu la soumission, et elle a reçu l'abnégation. Oui, je vois. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la mondialisation, ce qui fait que nous sommes tous connectés d'une façon ou d'une autre. Nous sommes connectés, tous les 5 continents, nous sommes tous connectés. Donc, tôt ou tard, peut-être au fin fond du village, c'est plus difficile. Comme on a vu avec le Maroc, ça peut être difficile. Il faut rentrer dans les villages, les en parler. Mais une femme qui a les réseaux sociaux, qui a déjà un téléphone, en regardant, elle peut comprendre qu'au fait, tout ce qu'on m'a appris, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et quand tu vois la vie de l'autre par rapport aux réseaux sociaux, de la vie ailleurs, tu te dis que cette fille, elle est plus épanouie. Et on sait tous nos mamans, généralement une mère, je peux dire 99% des mamans, parce qu'il y a toujours 1%, 99% des mamans veulent le bonheur de leurs enfants. Et si une mère a vécu une vie vraiment difficile, je ne pense pas qu'elle va vouloir que sa fille ait la même vie qu'elle. Parce qu'elle va vouloir toujours... Et puis, le souhait de tous les parents, c'est que mon enfant soit plus meilleur que moi. Et on apprend souvent ça. Si, par exemple, mon père, il s'est arrêté en 6e secondaire, moi, je dois avoir une licence. Mon enfant doit avoir au moins une licence. Et moi, si j'ai une licence, je dis mon enfant doit avoir un master. Si j'ai un master, je vais dire l'autre... ma fille, mon arrière-petit-enfant jusqu'à s'arriver au doctorat, ou bien il y a tout cet adage que mon grand-père marchait à pied pour aller à l'école et mon père avait une petite voiture. Moi, j'ai une Ferrari, mon fils peut-être aura, je sais pas, une Tesla. Mon petit-fils aura peut-être un jet privé, on ne sait pas. Donc, voilà l'école, c'est ça. Oui, ça peut évoluer. Voilà. C'est une belle manière d'exprimer l'idéal qu'on souhaite. Il y a quelque chose de très important qu'elle a souligné, la famille qui nourrit, qui fait de nous ce que nous sommes, déjà qui nous apprend l'importance, ou qui doit, ou qui devrait nous apprendre l'importance du genre, l'égalité, la parité entre hommes et femmes. Mais avant de devenir homme et femme, on est d'abord garçon et fille. Et avant d'être garçon, fille, on est d'abord humain. On est d'abord humain. Aujourd'hui, après la famille, nous recevons nous avons une autre famille qu'on appelle l'école, l'université. Est-ce que déjà, vous pensez que ce qu'on ne reçoit pas de notre famille, des choses qui ne se disent pas, les droits dont on ne nous parle pas en famille, peut-être par
des droits qui sont des tabous, des discussions qui sont tabous dans nos familles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes étudiante aussi, vous faites un peu de boulot aussi à côté, c'est aussi une autre manière de vous auto-éduquer, d'apprendre les droits qui sont les vôtres? Oui, je dirais la société même, ça nous apprend beaucoup de choses. Bon, en disant mon expérience, j'ai beaucoup appris de la société. Comme tu disais, les tabous, il y a des sujets vraiment que les familles ne peuvent pas dire devant leurs enfants. On est obligé à les apprendre par la société. L'université est l'une de cette société dont on parle. Surtout l'université. Surtout l'université. L'université, on rencontre plusieurs personnes qui viennent de plusieurs backgrounds. Donc, il faut vraiment savoir comment se placer dans ce monde-là. Parce qu'il y a des gens qui vont venir et te dire c'est pas de cette façon que tu devrais t'habiller, c'est pas de cette façon dont tu devrais parler, tout ça. Mais aussi l'éducation nous donne aussi cette base-là de savoir comment identifier ce qu'on doit pratiquer, ce qu'on doit accepter, ce genre de choses. Donc, tout pour moi, ça commence par la famille. Tout commence par la famille, tout commence par l'éducation dont on apprend dans notre famille. Même la façon, les choses dont on croit, tout ça vient de la famille. Ouais. Et cette gestion maintenant du bagage qu'on amène de la famille et que l'autre amène ou ramène de sa famille, que l'autre ramène de son continent, l'autre ramène de son pays. Comment est-ce qu'on fait la part des choses quand on est étudiante ou étudiant? Nous sommes dans un milieu, d'abord, on est là pour l'éducation, pour apprendre, mais on ne grandit pas seulement en tant qu'étudiant ou étudiante, on grandit également en tant qu'humain. Ces valeurs-là, qui viennent d'ailleurs, comment faire la part des choses pour qu'on ne perde pas les valeurs qui sont les nôtres? Tout à l'heure, tu parlais de la globalisation ou de la mondialisation. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde qui évolue, progressiste, à l'université, dans les institutions d'éducation, où on rencontre les personnes de plusieurs races, plusieurs nations? Comment faire pour ne pas se perdre dans cet océan-là? Oui, c'est comme elle vient de dire tout à l'heure que si tu as des bases dans la famille, tu pourras discerner ce qui est bon et mauvais pour toi. Mais après, il y a des enfants qui ont eu de très bonnes éducations, ils ont été très bien éduqués à la maison, mais plus tard, influencés par la société, finissent par changer. Donc, c'est un fait, c'est réel. Et je pense qu'il faut déjà à l'enfant lui faire comprendre qu'il est libre déjà de faire ses choix. Parce qu'en Afrique, on éduque plus avec « ah, ne fais pas ci ». Et il y a plein de tabous africains. Je me rappelle quand j'étais enfant, je sais pas, il y a même une chanson, on dit que chez nous en Afrique, on ne balaye pas la nuit. Genre, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Et on a trop de tabous. Parfois même un enfant, tu peux dire, au lieu de dire à l'enfant, va te laver, il va te laver, mais on est plus éduqué par la peur. On dit que non, si tu ne te laves pas après 18 heures, il y a un démon qui va venir te manger, il mange tous les enfants qui ne se lavent pas. Et ça, on nous éduque dans la peur parce que c'est pas bien, on a un peu peur de tout. On nous éduque dans la peur? Souvent, majoritairement, lorsque j'étais au Congo-Brazza, c'était plus à Brazzaville? Oui, j'ai grandi à Pointe-Noire précisément. À Pointe-Noire, oui. Oui. La deuxième ville. Oui, et du coup, il y avait trop de substitutions du genre ah, si tu fais pas ça, tu auras ça. Si tu fais pas ça, tu auras ça. Et là, je crois que je me perds. Mais c'est aussi également cette dimension-là culturelle dont je parle ici. Ghislaine, peut-être la situation aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, est cité pour un modèle pour ce qui est
de la promotion des droits de la femme. Nous avons au Parlement un pourcentage considérable des femmes qui sont au Parlement. Nous avons également au niveau du gouvernement, des membres du gouvernement. C'est quelque chose de louable que tout le monde cite. Mais quand même, on ne doit pas faire fi, on ne doit pas oublier qu'il y a un certain conflit des générations. C'est ça. Entre le Rwanda qui évolue, qui se projette vers l'avenir, et aussi le Rwanda qui a un certain nombre de gens, ou aussi des femmes, qui sont aussi attachées à certaines valeurs culturelles. Comment aujourd'hui, vous, jeune fille rwandaise, vous aimez votre pays, vous êtes attachée à vos valeurs, comment est-ce que vous vous projetez à l'avenir sans également briser ce que vous avez reçu comme éducation au niveau de la famille, pour que la famille aussi ne vous regarde pas d'un mauvais œil, comme rebelle? Ouais. C'est ça, oui. Oui, je rends grâce à Dieu parce qu'on a une culture ici au Rwanda qui est vraiment riche à propos des valeurs qu'on devrait avoir pour se développer, pour avoir je dirais, une mentalité de développement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ici au Rwanda. Et je dirais que si la culture qu'on a ici au Rwanda, ça ne stoppe pas ça. Ça ne stoppe pas ça et c'est très bien. Et même à la maison, on nous met je dirais, cette croyance en nous, cette mentalité de toujours aller de l'avant, aller regarder au niveau auquel on est, toujours chercher plus loin, plus développé, tout ça. Je dirais que même la politique ici au Rwanda, c'est aussi quelque chose qui nous pousse aussi à avoir des grandes ambitions. Par exemple, quand vous parlez de la politique, vous parlez du leadership du pays, oui. qui donne une plateforme. Oui, c'est ça. J'aime tout le temps écouter les discours du président. Je m'intéresse tout le temps à ça parce que c'est vraiment un leader, je dirais, non pas seulement pour le Rwanda, mais pour l'Afrique. C'est quelqu'un, c'est une grande personnalité qui nous montre la façon dont chaque Africain devrait réfléchir. Chaque Africain, comment il devrait se placer dans cette course pour le développement. Donc je dirais que oui, il y a la culture, mais cette culture qu'on a ici au Rwanda, ça nous pousse aussi à arriver loin dans nos projets. Oui. Oui. Vous dites? Non, je suis d'accord avec elle. Après, aujourd'hui, le Rwanda est devenu vraiment l'exemple pour l'Afrique. Donc, quand on voit ce qui s'est passé, où il y a la majorité des ministres sont des femmes, on voit comment les femmes sont traitées au Rwanda. Et ça donne d'autres à vouloir prendre exemple. Et les femmes qui viennent ici étrangères, quand elles viennent, elles regardent, elles vont raconter aussi que j'étais au Rwanda, c'est comme ça, comme ça. Et je crois qu'au Rwanda, il y a vraiment l'égalité des sexes. Au contraire, c'est vraiment plus développé parce qu'on ne peut pas dire traiter sur l'Afrique en général parce que chaque pays d'Afrique est un peu différent, même si on se ressemble beaucoup culturellement, mais on n'est pas développé de la même manière. Le contexte national, quand même, il est aussi très important. Oui, parce qu'au Rwanda, vraiment, c'est un pays qui favorise vraiment la femme. Genre, la femme peut porter plainte facilement, alors que dans certains pays, genre, tu peux te faire battre et
tu n'as pas le droit de porter plainte. Si tu vas porter plainte, on ne te croit pas. Ou bien tu es chez ton mari te bat, tu veux rentrer à la maison, tes parents te demandent de retourner chez toi. Au Rwanda, je crois qu'il n'y en a pas au Rwanda. Tu vas, tu portes plainte et le gouvernement est aux côtés de la femme. Contrairement dans d'autres pays, le gouvernement se met aux côtés de l'homme. Genre, c'est sa parole. Tout le monde sait qu'il t'a vraiment frappé, mais que ce soit ta famille, tes amis, la police t'oblige à retourner. Là, vous évoquez un peu le système, le système de nos sociétés Oui. qui ont longtemps été des systèmes patriarcaux. Donc, Oui. est-ce que c'est aussi ce qui poursuit, ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait une certaine réticence dans la manière, dans le changement de mentalité, peut-être à s'ouvrir davantage? Oui, je pense que ça joue beaucoup pour le développement parce que, comme vous avez parlé de conflit de génération, après la nouvelle génération, elle est différente. Elle sait la nouvelle génération, nous les filles de cette génération, on sait tous on connaît nos droits. Même tu as besoin, tu cliques sur Google, tu sais que ce que l'homme a, tu as le droit d'en avoir aussi. Mais nos mamans ou nos grands-mères, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas quels sont leurs droits. Ce qui fait qu'ils se muent dans le silence, ils sont habitués dans ça. Et quand tu essayes de faire un peu différent, d'être un peu différente, ils essayent de te dire que non, là, il ne fallait pas, ce n'est pas comme ça. Par exemple, j'ai été en RDC à Bukavu, j'étais choquée de voir des filles qui rêvaient que le mariage. En fait, en RDC, précisément à Bukavu, parce que c'est là où j'ai vécu, j'ai été, toutes les filles réfléchissaient en mode que je finis l'examen d'État, je vais me marier. Je finis l'examen d'État, je vais me marier. En fait, pour eux, le mariage symbolise la réussite. Alors que ce n'est pas ça, en fait. Te marier symbolise que tu es une très bonne fille, que tu as réussi. Et si tu veux autre chose que le mariage, tu es un peu mal vu. Là-bas, tu es un peu mal vu. Et faut aussi l'Est de la RDC, sur les droits de la femme, ils sont vraiment, vraiment, vraiment en arrière. Et vous, c'est quoi votre position par rapport au mariage? Bon, moi, je suis... Est-ce une fin en soi ou Non, je ne pense pas que ça soit une fin. Je pense que on n'est pas obligé... déjà, le mariage, ce n'est pas une obligation. Tu te maries parce que tu as envie, parce que par amour et tout, pas pour faire plaisir à tes parents. Genre, moi, je ne peux pas me marier pour faire plaisir à mes parents. De la même manière aussi qu'avoir aussi des enfants. La femme est symbolisée que tu es une femme, tu dois avoir des enfants. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants. Donc, de la même manière que les hommes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes aussi qui ne veulent pas d'enfants, ça existe. Et ça ne fait pas d'elle moins femme? Non, ça ne fait pas d'elle moins femme. Jocelyne, j'aimerais bien entendre ta réaction par rapport à ça. C'est quoi ta position par rapport à ces propos? À propos du mariage? Du mariage, de la jeune fille que tu es. Je posais la question de savoir si le mariage était une fin en soi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de tes plans? Par exemple, chacun de nous a des plans, des ambitions. Ça fait partie de tes plans? Oui, c'est de la jeune fille que tu es aujourd'hui? Oui, j'aimerais me marier un jour, mais maintenant, c'est quelque chose que je dirais qui va venir après que je puisse voir qu'il y a quelque chose que j'ai apporté dans ma vie de concret et plus aussi pour mon pays. Je dirais que le mariage, c'est un projet, soit qu'on doit s'asseoir et réfléchir à propos avant de prendre une décision abrupte comme ça. Oui. Donc, ce n'est pas juste après avoir mis votre toge? Non. La prochaine étape. Et je dirais que même ici au Rwanda, le niveau auquel on est maintenant, cette mentalité aussi de finir les études, savoir que tu finis les études et directement tu vas te marier, c'est plus une chose que les gens réfléchissent maintenant plusieurs fois. Maintenant, je dirais que... Ce n'est plus l'époque d'être en dernière année avec un fiancé qui attend... Non, l'époque dans laquelle on est maintenant, c'est finir et trouver
un emploi, de l'argent. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas avoir un business, parce que maintenant, ces jours-ci, je vois que beaucoup de gens ont même des business plus que chercher un emploi. Oui. Oui. C'est-à-dire le mariage, le mari, c'est quelque chose que vous reléguez au second plan? Oh, bon, moi, personnellement, oui. J'ai pas envie de me marier avant que j'ai fait ma vie, entre guillemets. Parce que j'aimerais bien faire le tour du monde, visiter un peu partout. Et je préfère... Ah, donc vous voulez, le mariage pour vous, ça doit être une retraite? Non, Quand vous allez vous retraiter de la vie, eh bien, je peux trouver un mari pour aller non, faire ma retraite de la vie. non, pas une retraite. J'aurais vécu. Non, pas une retraite. Mais je veux pas que le truc qu'on nous impose, que le mariage, une femme, c'est le mariage. Moi, c'est ça que je ne veux pas. Parce que pour moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Tu finis tes études, tu cherches un travail, s'il faut que tu montes un business. En fait, moi, je trouve que c'est mieux pour une femme, avant de te marier, que tu sois stable financièrement. Quand tu sais que tu es stable financièrement, bah après, tu trouves un mari. Parce qu'il y a beaucoup... après, tu trouves un mari où vous allez vous compléter. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'égalité des sexes. Donc, pour moi, l'égalité fait partie aussi. J'achète le gaz, tu payes la maison, je fais... L'égalité financière. Financière aussi. Oui, c'est très important, oui, ce que vous dites. C'est l'égalité financière. Financière. Donc, je paye les frais scolaires, tu payes la maison, donc des trucs comme ça, pour qu'on soit à égalité financière. Parce qu'on parle, quand on dit que les femmes, l'égalité, les droits de la femme, on prône tout ça, oui, mais financière aussi, on doit être là. On doit se lever, dire que nous aussi, nous sommes capables d'aider financièrement. Il y a aussi ce truc qu'on dit en Afrique que l'argent de la femme appartient à la femme. J'ai beaucoup entendu parler de ça. C'est-à-dire quoi? Genre que quand une femme a un travail en Afrique, et son mari aussi a un travail, son argent, l'argent de la femme, on ne voit pas la couleur. Donc, c'est pour elle. L'argent du mari, c'est pour la famille. C'est pour toute la famille. Et même la belle famille. Hein. Et même la belle famille. Alors, bon, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous êtes des étudiantes. Aujourd'hui, on parle de l'égalité et surtout de ce concept-là du genre. Quel regard portent vos collègues étudiants sur vous, avec des propos, avec des visions aussi progressistes? Comment est-ce qu'on vous aperçoit? Par rapport à quoi exactement? Déjà, le fait que, écoutez, faire une vie, devenir femme, déjà, ce n'est pas une priorité pour vous, vous prendre en charge. Est-ce que les garçons que vous côtoyez à l'université, dans la vie courante, ce sont vos frères qui viennent aussi de la même société? Est-ce que ça ne crée pas un certain sentiment de frustration? Non, de peur. Par exemple, on dit lorsqu'une femme se suffit, parfois ce n'est pas facile de l'aborder même. Et quand on n'est pas financièrement du même calibre. Moi, je dirais que la façon dont on est regardé maintenant, on est regardé plus comme des individus qui apporteraient quelque chose de plus sur une idée ou bien sur, je dirais, sur un projet quelconque. Donc, plus l'époque de la dépendance? Non, plus l'époque de la dépendance. Nos collègues maintenant, soit hommes ou bien femmes, ils nous regardent comme des partenaires, des collègues. On nous regarde même plus comme des gens qui auraient des idées plus développées. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de dire le contraire de ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que moi j'ai vécu. C'est ce que moi j'ai vécu. Même là où je travaille maintenant, on nous regarde plus comme des collègues, tout simplement, oui. Peut-être pour terminer, j'aimerais bien peut-être vous poser une question.
est-ce l'égalité quelque chose de réel aujourd'hui ou ça reste un idéal? L'égalité entre femmes et hommes, entre garçons et filles, à tous les niveaux de la société, c'est une réalité ou ça reste un idéal? En Afrique, Oui, en Afrique particulièrement. je pense que ça reste... on a évolué, oui, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup évolué, mais il y a encore du travail à faire. Parce qu'il y a encore... quand on parle de l'Afrique générale, on ne parle pas seulement du Rwanda, mais il y a d'autres pays d'Afrique qui... en Afrique, par exemple le Cameroun, j'ai vu je ne sais plus en quelle année, j'avais vu, on disait que quand une fille a des règles, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Pendant 4 jours, elle manque l'école sous prétexte qu'elle est sale, entre guillemets, alors que c'est naturel, c'est normal. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais on a déjà beaucoup évolué. Ouais. On a beaucoup évolué. Oui, je dirais aussi la même chose avec ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est une réalité, oui. Dans quelques domaines, il y a aussi des domaines là où l'image masculine est plus idéale que l'image féminin. Par exemple, si tu vois un homme qui dirige une entreprise, c'est ça qui est plus idéal, ou bien c'est ça qui est beau à voir que de voir une femme qui est là en costard diriger une entreprise. Donc il y a du travail, il y a vraiment beaucoup de travail en cette mentalité-là. Il faut que les femmes doivent être vues comme des gens qui peuvent être compétents dans n'importe quel domaine. Parce que on a été créés les mêmes. Je dirais que même de temps en temps, on pense de la même façon. Donc, je dirais, il y a dans pas tous les domaines, oui, il y a du travail. C'est vrai. Des stéréotypes, il y en aura toujours. Des stéréotypes, il y en a toujours. Et il nous appartient à nous tous, femmes, hommes, filles, garçons, de jouer notre rôle et surtout d'apporter notre pierre à l'édifice pour que ce chantier-là, ce gros chantier d'égalité, de parité entre hommes et femmes puisse être une réalité au quotidien et surtout à tous les niveaux, dans toutes les couches de la société. Voilà, il y a encore du chemin à faire, mais il faut également saluer les efforts qui sont donc effectués aujourd'hui pour donner la place ou réserver la place à la femme, à la jeune fille, la place qu'elle mérite dans notre société. Merci à toutes les deux. Ingrid, qui est donc étudiante, elle est également mannequin, photographe, mannequin photo. Également, merci à vous, Ghislaine Roussinet, à toutes les deux. Grand merci d'avoir été de nôtres et surtout grand merci à nos téléspectateurs et fidèles de Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos. Au revoir.